Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bonjour chers apprenants, nous sommes en classe digitale. Aujourd'hui, nous allons faire la méthodologie de la dissertation en histoire et en géographie. Et il vous dit, en matière d'exercice de la dissertation en histoire et géographie, ça comporte 3 parties. L'introduction, après l'introduction, nous avons le corps du devoir. Après le corps du devoir, nous avons la conclusion. Là, c'est les 3 éléments qu'on retrouve au niveau de la dissertation, la dissertation en histoire et en géographie. Mais quand on parle de l'introduction, quels sont les éléments qu'on retrouve dans l'introduction? Au niveau de l'introduction, nous avons l'idée générale, que j'appelle IG, ou préambule. Après ça, il y a la problématique. Après la problématique, il y a l'annonce du plan. Là, ce sont les 3 éléments que nous allons retrouver au niveau de l'introduction. Est-ce qu'on est d'accord? Et là, quand je prends l'idée générale, qu'est-ce que je retrouve au niveau de l'idée générale? Au niveau de l'idée générale, le sujet est considéré dans son ensemble. Comme son nom le dit, on le prend le sujet de façon globale. Est-ce qu'on est d'accord? Là, après ça, au niveau de la problématique, la problématique n'est rien d'autre que de quoi s'agit par rapport à ce sujet. De quoi il est question? Le problème posé par le sujet, c'est ça qu'on retrouve au niveau de la problématique. Et enfin, l'annonce du plan n'est rien d'autre que les 3 consignes que le candidat aura à traiter dans son corps du devoir. Mais quand nous prenons la problématique, là, on constate généralement que sur vos copies, on constate que la problématique est pour la plupart bâclée. Quels sont les éléments de l'épreuve qui peuvent amener le candidat à détecter ou à faire une bonne problématique? Le candidat peut se baser sur la tâche et des 3 consignes. Donc, le candidat s'inspire de la tâche et des 3 consignes. Là, il est en mesure de faire une bonne problématique. Mais attention, on constate qu'au niveau de la problématique, la plupart des candidats recopient les questions une première fois sous forme interrogative et ils font des points d'interrogation à chaque fois. Et après, ils reprennent les mêmes consignes sous forme affirmative à la fin. Et là, ça fait 2 fois l'annonce du plan. Et pour la première fois, pour eux, ils ont fait une problématique, mais en réalité, ce n'est pas la problématique, mais ils ont fait l'annonce du plan à 2 volets. Là, il faut éviter ça. En dehors de ça, il faut éviter de mettre les problématiques sous forme interrogative. Mettre les problématiques sous forme affirmative. Là, ça vous permet de bien évoluer au niveau de l'introduction. Donc, quand nous prenons l'introduction de la dissertation en histoire et en géographie, là on est en 3e, c'est les 3 éléments que nous allons retrouver aisément au niveau de notre introduction. Maintenant, je suis au niveau du corps du devoir. Quand je prends le corps du devoir, qu'est-ce que je retrouve dans le corps du devoir? Mon corps du devoir me permet juste de répondre aux 3 consignes
poser. C'est la réponse aux 3 consignes qui constituent mon corps du devoir. Mais comment je vais organiser mon corps du devoir? Le candidat a l'obligation de faire son corps du devoir en 3 paragraphes, à raison de chaque paragraphe pour une question. Donc, le candidat, en évoluant, a besoin de faire 3 paragraphes et chaque paragraphe doit correspondre à chaque question. Donc, si je retrouve 3 paragraphes, mais en faisant les 3 paragraphes, chaque paragraphe, entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe, il y a ce que nous appelons les phrases de transition. Les phrases de transition, qui n'est rien d'autre que des charnières entre le paragraphe 1, c'est-à-dire la question numéro 1 et la question numéro 2, qui permet au candidat de passer de la question 1 à la question numéro 2. Et quand j'ai 3 consignes au niveau du corps du devoir, il y a 1, 2, 3. De la consigne numéro 1 à la consigne numéro 2, j'ai une phrase de transition. De la consigne 2 à la consigne 3, j'ai une phrase de transition. Là, dans un corps du devoir en dissertation, je dois retrouver facilement 2 phrases de transition. Je vais revenir à la fin sur comment est noté chaque partie de notre devoir. Elles sont d'accord? Et là, vous trouvez les 2 phrases de transition qui servent de charnière entre la question numéro 1 et la question numéro 2, entre la question numéro 2 et la question numéro 3. Maintenant, les éléments de réponse, là, je suis purement dans le cours. La question 1 me renvoie dans le cours et je dois être en mesure de répondre aisément à la question numéro 1 en s'appuyant sur le cours. Mais attention, attention en ce sens que au niveau de chaque consigne, il faut répondre à ce qui a été demandé. Autrement dit, il ne faut pas aller à hors sujet. Là, ça permet au candidat de faire proprement son corps du devoir. Et on ne peut réussir le corps du devoir si au préalable, on n'a pas maîtrisé le cours. Parce que les questions qui sont ici ne sont rien d'autre que les questions du cours. Et pour le faire, il faut aller dans le cours, ce qui demande au candidat d'apprendre en amont le cours, d'avoir une parfaite maîtrise du cours avant d'aborder les 3 consignes du corps du devoir. Et chaque consigne permet au candidat de répondre facilement à chaque compartiment du cours. Et je l'ai dit, quelle est la position de la phrase de transition? La phrase de transition, en temps normal, vous le mettez à la fin de la question numéro 1. Ça veut dire quoi? Dès que je finis la question numéro 1, je mets ma phrase de transition et puis je vais à la ligne, je fais encore un autre paragraphe et je commence la question numéro 2. Je finis la question numéro 2, je continue la phrase de transition à la suite de la question numéro 2. Je vais à la ligne maintenant, je fais un autre paragraphe et je commence la question numéro 3. Je parle de l'alinéa, mais quand on parle de l'alinéa, beaucoup de candidats, on constate que beaucoup de candidats sautent des lignes au niveau du corps du devoir pour dire qu'ils sont en train de faire l'alinéa. Et c'est là, ça pose un véritable problème. Là, je vais schématiser une feuille de composition ici. Je suppose un instant que c'est une feuille de composition. Je mets développement. Et là, je vais le mettre ici pour que ça soit un peu plus grand que ça. Là, je mets ici développement. Là, je suppose que c'est la feuille de composition.
Je démarre mon introduction à partir d'ici. Et là, j'ai fini mon introduction. Quand j'ai fini mon introduction, je fais l'astérisque. Je démarre le corps du devoir. Là, je suis en train de répondre à la question numéro 1. Je démarre la question numéro 1. Je suppose un instant que je termine la question numéro 1 ici. Il me reste la phrase de transition pour aborder la question numéro 2. Je mets la phrase de transition en rouge à la suite de la question numéro 1. Et là, je viens de terminer ma phrase de transition ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller encore à la ligne, créer un second paragraphe. Là, je démarre à partir de là, la question numéro 2. Je finis la question numéro 2 ici. Je fais la deuxième phrase de transition, toujours en rouge, en pointillé. Et là, je finis ma phrase de transition ici. Je démarre le troisième paragraphe qui correspond à la question numéro 3. Et là, j'ai fini la question numéro 3. Je vais maintenant à la conclusion. Au point où, quand le correcteur prend votre feuille de composition, il voit aisément les 3 paragraphes qui correspondent aux 3 consignes. Ça veut dire quoi? Ici, pour la consigne numéro 1, là, pour la consigne numéro 2, et là, pour la consigne numéro 3. Et puis, je fais l'astérisque. Et là, je commence ma conclusion et je termine mon devoir. Donc, c'est de cette manière, en tant que candidat, je dois présenter. Vous allez constater que j'ai sauté. Certains appellent carreau, mais je parle de l'alinéa. Mais quand on dit l'alinéa, il ne revient pas de sauter des lignes au beau milieu du corps du devoir. Attention, quand vous sautez des lignes, vous serez pénalisé par le correcteur. Donc, évitez de sauter des lignes au beau milieu de votre corps du devoir. Et tout est fait en un bloc. Donc, quand je prends l'introduction, c'est rédigé en un bloc. Le corps du devoir, j'ai 3 paragraphes dans le corps du devoir. Et puis, je passe à la conclusion. Et je l'ai dit, les pointillés en rouge ne sont rien d'autre que les phrases de transition, qui est très important dans un devoir de dissertation. Et quand je finis la question numéro 3, là, je prends tout le temps, je passe maintenant à la conclusion. Et en passant à la conclusion, qu'est-ce que je fais? Au niveau de la conclusion, on parle du bilan et l'opinion au niveau de la conclusion. Donc ici, je peux mettre bilan et opinion. Mais attention, quand on parle du bilan, je suppose un instant que dans le corps du devoir, j'ai oublié de dire quelque chose. Ce n'est pas au niveau du bilan que je vais commencer par dire ce que j'ai oublié dans le corps du devoir. Là, ça veut dire que je suis en train de transformer le corps du devoir je suis en train de transformer du moins ma conclusion en un corps du devoir bis, ce qu'il faut éviter à tout prix. Sinon, en temps normal, quand on parle de bilan, ça fait un petit résumé de tout ce que vous avez fait au niveau de la question 1, question 2 et question numéro 3. C'est ça qu'on appelle le bilan. Et après ça, vous passez aux opinions. Et là, ça peut être une ouverture. Certains parlent d'opinion, d'autres parlent d'ouverture. Je peux formuler ça sous forme de question pour relancer le débat. Parce que je peux toutefois demander si c'est un problème qu'on a posé et on dit de trouver la solution. Je peux demander par exemple, est-ce que en respectant cette solution, ce problème peut être réellement résolu? C'est un exemple. Ça dépend de comment je veux évoluer dans le cours. Là, quand je fais ça, je finis la conclusion. Donc, je résume l'introduction à 3 niveaux: idée générale ou préambule, problématique, de quoi il s'agit en réalité, et l'annonce du plan n'est rien d'autre que la question que j'aurai à développer dans le corps du devoir.
Et au niveau du corps du devoir, je vais juste à répondre aux 3 consignes. 1, 2, 3. Et au niveau de la conclusion, je fais le bilan et l'opinion. Là, de cette manière, je viens de faire une présentation de la dissertation. Maintenant, en ce qui concerne les apprenants, on constate que quand vous prenez la copie, vous êtes plus focalisé sur le total mentionné en haut par le professeur. Mais c'est un problème. Vous allez voir sur vos copies, on écrit très souvent, si vous me le permettez, hein, on l'écrit très souvent. C1, C2, C3 et C4. Mais personne d'entre vous ne se pose la question de savoir comment est réparti mes points. Vous voyez seulement C1, C2, C3 et on ne s'intéresse même pas à ça. C'est un vrai danger. Il faut savoir comment ces points sont répartis au point où, quand vous finissez une composition, vous devez être en mesure de faire une auto-évaluation. Ça veut dire quoi? Je dois être en mesure de dire, par rapport à la partie de dissertation, je peux avoir tel point. Pourquoi? Parce que au niveau de C1, tous les candidats devaient avoir le C1. Pourquoi? Le C1 est noté sur 1,50. Mais comment sont répartis les points de 1,50 au niveau de C1? Le correcteur prend ta copie. Il constate que tu as fait une introduction, un corps du devoir et une conclusion. Il ne veut même pas voir le contenu. Il suffit, dès qu'il est en contact avec ta copie, il voit une introduction, un corps du devoir et une conclusion. Il te donne 0,50. En lisant la copie, il constate qu'au niveau du corps du devoir, le candidat a répondu à ce qui a été demandé. Je prends l'exemple. Peut-être au niveau des consignes, on te demande les causes de l'organisation de la conférence de Berlin. La question 2 te demande les clauses issues de cette conférence. Et la question 3 te demande les conséquences de la conférence, de la décision issue de la conférence de Berlin. Et en voulant répondre à ces 3 consignes, le candidat a commencé par parler de la résistance de Samori Touré, de la résistance de Sakayerima, de la résistance de Roli. Le candidat n'a pas répondu à ce qui a été demandé. Il est allé carrément à hors sujet. Mais on constate que le candidat a donné les causes de l'organisation de la conférence au niveau de la question 1. Au niveau de la question numéro 2, il a donné les clauses, la décision issue de cette conférence. Et au niveau de la question numéro 3, le candidat a donné les conséquences. Là, il a répondu à ce qui a été demandé. On lui donne 0,50. Il a 0,50. Le 0,50 revient à voir si le candidat a répondu dans l'ordre des consignes. Ça veut dire quoi? Bon, je suis candidat, je mettrai la question numéro 2, je mettrai la question numéro 3, je mettrai la question numéro 1. Bon, pour démarrer, comme la question numéro 2 est bien maîtrisée, je compte la question numéro 2. Je descends la question numéro 3, je remonte encore la question numéro 1. Là, je n'ai pas répondu dans l'ordre des consignes. Donc, vous avez l'obligation de répondre dans l'ordre des consignes. Et là, vous répondez dans l'ordre des consignes, vous avez 0,50. Ce qui vous donne les 1,50 au niveau de C1. Maintenant, on est au niveau du C2. Là, au niveau du C2, le C2 est noté sur 4,50. 4,50, qui n'est rien d'autre que les 3 consignes que vous avez dans le corps du devoir. Et au niveau de ces 3 consignes, chaque consigne est notée sur 1,50. Ça veut dire quoi? J'ai 1,50 fois 3. Ce qui me donne les 4,50. Maintenant, au niveau de C3,
Le C3 est noté sur 3 points. Mais comment répartir les points de C3? J'ai un point qui est pour l'introduction. Tout à l'heure, j'ai parlé au niveau de l'introduction, j'ai parlé de idée générale, problématique, annonce du plan. Quand le candidat fait une très bonne introduction, on lui balance les 1 point. Mais il fait idée générale et l'annonce du plan. Ça veut dire qu'il a laissé la problématique. Ça lui fait 0,50. Puis, il fait idée générale, il laisse la problématique, il fait l'annonce du plan, ça lui fait 0 point. Donc, je suppose qu'au niveau de l'introduction, il a fait une très bonne introduction. On lui donne 1 point. Maintenant, j'ai parlé de 2 phrases de transition qui n'est rien d'autre que la charrière entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2, le paragraphe 2 et le paragraphe 3. Les 2 phrases de transition sont notées sur 0,50, 0,50. Là, vous avez 1 point pour les phrases de transition. Il reste 1 point. À ce niveau, les 1 point revient à quoi? Ça revient au niveau de la conclusion. Vous faites une bonne conclusion en respectant les 2 parties de votre conclusion. On vous donne 1 point pour la conclusion. Là, j'ai 1 point. Ce qui me donne les 3 points du C3. Et là, vous allez constater qu'il reste le C4 qui n'a pas eu de points. Le C1, le C2 et le C3, vous faites la somme, ça doit donner 9. La somme de 3 donne 9 et à ces 9, on applique la règle de 2 tiers. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir forcément 6 sur les 9. Si la somme de C1, C2, C3 vous donne 6 points, vous avez droit au moins à 0,50, sinon vous avez les 1 point de C4. Ce qui fait que la somme de C1, C2 et C3 vous revient à 10. Et là, c'est de cette manière, votre devoir est noté en dissertation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin d'une composition de dissertation, je dois être en mesure de faire l'auto-évaluation pour dire, par rapport à ce que j'ai fait, je suis en mesure d'avoir tel point en fonction de ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai respecté les parties? Est-ce que là, je serai en mesure de vous donner combien je peux prendre au niveau de la dissertation. La deuxième partie, qui est l'explication du test, on est en 3e. Cette deuxième partie aussi est notée sur 10 points aussi, ce qui ramène l'ensemble de l'épreuve à 20 points. Donc, c'est ce qu'on peut dire en quelques mots sur la partie dissertation en ce qui concerne l'histoire et la géographie. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Ok, chers apprenants, nous avons fini avec la partie dissertation. Nous allons aborder maintenant la deuxième partie, qui est l'explication de thèse. Quand nous parlons de l'explication de thèse, en réalité, c'est quoi? Vous avez le thèse qui est accompagné de 3 consignes. C'est ça qu'on appelle l'explication de thèse. Vous avez la consigne 1, la consigne 2 et la consigne numéro 3. Un peu comme la dissertation, vous allez constater que la particularité ici n'est pas comme la dissertation. Et l'explication de thèse, elle est différente de la dissertation. Les 3 consignes qui accompagnent le thèse, comment ça se présente? La consigne numéro 1 permet au candidat
de faire l'introduction. Vous avez déjà vu la différence? Au niveau de la dissertation, on avait utilisé les 3 consignes dans le corps du devoir, ce qui n'est pas le cas ici. Au niveau de l'explication de thèse, quand vous prenez la consigne numéro 1, c'est l'introduction. J'ai dit, vous avez un test accompagné de 3 consignes. La consigne numéro 2 est là. Ça va me permettre à quoi? La consigne numéro 2 me permet de faire le corps du devoir. Et enfin, j'ai la consigne numéro 3 qui répond aisément à la conclusion. Donc, en un mot, j'ai le test accompagné de 3 consignes. Consigne 1, l'introduction. Consigne 2, corps du devoir. Et consigne numéro 3, la conclusion. Vous avez remarqué que nous avons les 3 parties comme la dissertation, introduction, corps du devoir, conclusion, mais qui n'est pas la même chose. Et je vous dis, je le répète encore, l'explication de thèse est différente de la dissertation. Ce n'est pas la même chose. Au niveau de la consigne numéro 1, qu'est-ce que j'ai? On me demande de présenter le test en insistant sur la source et l'idée générale. Mais quand le correcteur prend votre copie, quels sont les éléments qui peuvent permettre? Quels sont les éléments qui permettent au correcteur de savoir que le candidat est en train de faire concrètement l'explication de test? J'ai l'habitude d'appeler ça des formules magiques. Quelles sont ces formules magiques? C'est des formules standards prêtes à porter. Ça va pour tout le monde. Ça dit quoi? Dès que vous démarrez l'explication de test au niveau de l'introduction, je dois avoir le test soumis à notre réflexion. Si je n'ai pas ça, ça dit que je ne suis pas en train de faire l'explication de test. Le test a obligé de notre explication. Le test que nous avons à étudier. Ce sont des éléments que je peux utiliser pour démarrer mon devoir de l'explication de test. Donc, au début, je dois avoir ces éléments, ces expressions que je viens de numérer. Là, ça permet au correcteur de savoir que le candidat est en train de faire la partie explication de test. Quand nous appelons source, en réalité, la source n'est rien d'autre que les éléments qui accompagnent le test. Parce qu'on a dit, vous avez le test, en bas du test, vous avez des éléments, vous avez des références. Et là, c'est ces éléments qui permettent au candidat de faire sa source. Mais ici, il faut faire beaucoup attention. Je donne un exemple. Je prends un test qui est un test de Joseph Kizerbo, par exemple. Joseph Kizerbo, et on met Histoire générale de l'Afrique, on continue à la suite. Quand le candidat démarre son corps du devoir, il dit le test soumis à notre réflexion, il ne peut pas dire que c'est tiré de Joseph Kizerbo, parce que Joseph Kizerbo n'est pas une source, mais plutôt le nom de l'auteur. Donc, il faut savoir formuler à partir de là. Mais dire que le test soumis à notre réflexion est tiré de Joseph Kizerbo, là, ça pose un véritable problème. Donc, à ce niveau, il faut que le candidat soit posé et recopie comme cela se doit, sans pour autant déformer la source qu'on lui a donnée, la source et les références qui accompagnent le test. Et quand il le fait de façon posée, il ne lui reste qu'à déterminer l'idée générale, parce que c'est les 2 parties qu'il aura dans son introduction.
Au niveau de l'idée générale, quels sont les éléments qui permettent au candidat de détecter, de retrouver l'idée générale? On constate malheureusement que la plupart des candidats vont recopier la question numéro 2 pour dire qu'ils ont fait idée générale. Non. Si quelqu'un recopie la question numéro 2, on va barrer de lui donner simplement 0. Mais le candidat, pour trouver l'idée générale, lit bien le test, s'inspire de l'idée développée dans le test, dégage le fait central du test et il peut lire aussi la consigne numéro 2, la tâche. À partir des 3 éléments, il est en mesure de dégager l'idée générale. Mais au grand jamais, n'allez pas aller recopier la question numéro 2 pour dire on a fait idée générale. Elles sont d'accord? Et là, dès que vous faites la source et l'idée générale, vous avez fini à votre introduction. Et j'ai l'habitude de dire, même sans se gêner, le candidat peut avoir la totalité des points accordés au niveau de l'introduction, la partie 1. Elles sont d'accord? Maintenant, quand il finit de faire l'idée générale et la source et l'idée générale, il finit de faire l'introduction, il aborde maintenant la partie 2, il commence à répondre à la question numéro 2, qui n'est rien d'autre que le corps du devoir. Mais comment le candidat peut répondre à la question numéro 2? Et c'est là le véritable problème se pose. On constate que pour la plupart, ils recopient de long en large tout le test. Et là, ça pose un véritable problème. Quand vous recopiez tout le test pour dire que vous avez fait le corps du devoir, le correcteur bat simplement. On ne doit pas recopier le test. Elles sont d'accord? Le corps du devoir ne doit pas servir à recopier le test. Mais à partir de la question 2 qui vous oriente vers le corps du devoir, vous basez sur le test et vous expliquez le test. Comme son nom le dit, explication du test. Donc, ce n'est pas une dissertation où on a posé la question de je vais chercher l'élément de réponse dans le cahier, je viens déposer pour dire bon, j'ai déjà fait. Non. Tout ce que vous faites est basé sur le test. À partir de la question numéro 2. Et là, dans le corps du devoir, on voit aisément tout ce que vous avez eu à faire. Mais en le faisant, quelles sont les remarques? Vous avez l'obligation au niveau du corps du devoir, vous avez l'obligation de citer au moins 3 fois le test. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je commence par dérouler les idées, je commence par expliquer, je dois aller chercher les portions du test qui cadrent avec les idées que je suis en train de développer. Là, pour argumenter, pour compléter mes idées. Et là, ces portions du test, je les mets entre guillemets. Pour montrer au correcteur que ces portions ne viennent pas de moi, mais plutôt, je l'ai emprunté du test. Là, j'ouvre les guillemets et je recopie. Mais là aussi, il y a un autre problème qui se pose. On constate que la plupart des candidats recopient juste le début de la phrase et ils font des pointillés et recopient la fin. Non. Les portions du texte utilisées doivent être recopiées intégralement. Et ces portions doivent encadrer avec les idées développées. Ça ne doit pas être isolé. Il faut que les idées développées par le candidat soient appuyées par le test. Et là, je suis en harmonie avec la méthodologie, avec l'explication du test. Donc, les idées ne doivent pas être isolées. Et je vais recopier parce qu'on m'a dit de citer 3 fois le test. Donc, je prends quelque part, je coupe, j'évolue dedans. Non. Donc, chaque portion
doit être toujours entre guillemets, du début jusqu'à la fin. Et pour le faire, je peux utiliser des expressions comme c'est ce que affirme l'auteur à travers. Et j'ouvre les guillemets, je prends la portion du texte que je veux insérer. Je peux dire, l'auteur est d'avis quand il dit, j'ouvre les guillemets, je continue. L'auteur confirme à travers, j'ouvre les guillemets, je recopie et je ferme. Ou je dis, pour l'auteur, ou selon l'auteur, et j'ouvre les guillemets, je recopie les portions du texte. Et ça peut être une phrase, ça peut être deux phrases ensemble. Ça dépend de la manière dont mon corps du devoir est orienté. Et là, j'ouvre chaque fois et je ferme à la fin. Et là, j'explique de fond en comble le texte. Et je me base sur les éléments de réponse que j'apporte. Je les fais accompagner avec les portions du texte. Au point où, quand on lit le texte, quand on lit mon corps du devoir de moins, on ne remarque pas un plagiat. On ne remarque pas que j'ai recopié le texte du début jusqu'à la fin. Non. Et là, c'est très important quand vous voulez reçu votre devoir de l'explication de texte. Et cette partie aussi, elle est très importante dans la rédaction du corps du devoir. Et je finis. J'ai dit, je dois forcément retrouver 3 portions du texte dans le corps du devoir. Attention, je ne dois pas aligner les 3 portions du texte comme ça. Non. Les 3 portions du texte ne doivent pas être alignées comme ça. Non. Ça dit quoi? Je commence mon développement. Je suis dans le corps du devoir, j'évolue. Je peux dire, l'auteur est d'avis quand il dit, et je recopie la première portion du texte que je veux insérer, qui cadre avec les idées développées. J'insiste surtout sur ça. Il ne faut pas que les portions du texte soient isolées. Les portions du texte doivent être en harmonie avec les idées développées. Donc, à chaque fois que je prends une portion du texte, ça doit être en harmonie avec l'idée que j'ai développée. Soit je prends la portion, j'explique, soit j'explique et je prends la portion du texte pour l'accompagner. Donc, à chaque fois, il faut qu'on retrouve posément les 3 parties, les 3 portions du texte dans mon corps du devoir. Et à ce niveau, je dis et je répète, le candidat a l'obligation de mettre entre guillemets chaque portion du texte pour montrer au correcteur que ça ne vient pas de lui, mais plutôt qu'il a emprunté du texte. Et là, je le fais du début jusqu'à la fin pour terminer mon corps du devoir. Et quand je fais ça, je finis de répondre à la question numéro 2, qui n'est rien d'autre que l'élément de réponse que j'aurai à développer dans le corps du devoir. Il reste la question numéro 3. Ici, je vais particulariser un peu au niveau de la conclusion. Parce que c'est une épreuve d'histoire et de géographie. Et l'explication de texte peut être en histoire ou en géographie. Quand c'est en histoire, au niveau de la conclusion, on demande dégage l'intérêt du texte. Intérêt. Mais quand c'est en géographie, on demande simplement votre opinion ou votre point de vue. Ça veut dire quoi? L'intérêt, je vais mettre en parenthèse H pour montrer que je suis en histoire. Opinion, je mets G pour montrer que je suis en géographie. Donc la conclusion, ça a une particularité. Quand je suis en histoire, on me dit dégage l'intérêt du texte. Mais quand je me retrouve en géographie, on demande donne ton point de vue, donne ton opinion sur. Elles sont d'accord. Maintenant, quand je suis
en histoire et on me demande l'intérêt, là, je remonte encore. Ça veut dire quoi? Je dis, le test que nous venons d'étudier nous a permis d'approfondir notre connaissance sur. Et là, je ramène encore l'idée générale que j'ai trouvée ici, je ramène encore à ce niveau. Donc, c'est plus facile pour moi. Le test que nous venons d'étudier. On voit sur des copies où les gens écrivent le test que nous venons d'étudier est digne d'intérêt. Mais si le test n'était pas digne d'intérêt, est-ce qu'on allait vous donner? C'est parce que le test est digne d'intérêt qu'on vous a donné. Donc, il faut dire simplement, le test que nous venons d'étudier nous a permis d'approfondir notre connaissance sur. Et là, vous ramenez encore l'idée générale. Mais quand je me retrouve en géographie, au niveau de la conclusion, on me demande d'égale l'opinion. Là, je donne mon point de vue par rapport au phénomène géographique étudié. Là, je ne dis plus le test que nous venons d'étudier. Non, en géographie, je ne dis plus ça. Donc, je reste collé à ce qu'on va me donner par rapport à la conclusion. Si je suis en histoire, c'est l'intérêt. Quand je suis en géographie, c'est l'opinion qu'on me demande. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut faire la différence entre l'explication de test en histoire et l'explication de test en géographie. En dehors de ça, je l'ai toujours dit, au niveau de l'explication de test, le candidat a plus de facilité pour emmagasiner des points. Pourquoi je dis? Je reviens encore sur les critères. Nous avons vu les critères tout à l'heure, mais c'était au niveau de la dissertation. Je reviens maintenant sur les critères, mais au niveau de l'explication de test, comment ça se passe. On a toujours les mêmes critères. Le C1, le C2, le C3 et le C4. Toujours, vous aurez toujours ces critères. Au niveau de C1, rien n'a changé. Je rappelle simplement que le candidat fait une introduction, un corps de devoir et une conclusion. Ça lui fait 0,50. Il répond à ce qui a été demandé. Ça dit qu'il n'est pas allé à un sujet. Ça lui fait 0,50. Et par la suite, il répond ici, il respecte le schéma de l'explication de test. Ça lui fait 0,50, ce qui lui fait 1,50 au niveau de C1. Au niveau de C2, là, c'est la question numéro 2, qui n'est rien d'autre que le corps du devoir. Là, ça fait 4,50. La particularité ici, c'est quoi? Au niveau de l'explication de test, les portions du test relevées, bien encadrées, elles suivent 0,50. Ça veut dire qu'en réalité, les 3 portions du test me font 1,50 et la question 2, qui est le corps du devoir, est sur 3 points. Ce qui revient à 4,50. Donc, je peux mettre entre parenthèses 1,50 plus 3. 1,50 à raison de 0,50 pour chaque portion du test, bien située, bien encadrée, et puis 3 points pour la question numéro 2. Maintenant, au niveau de ces 3, c'est la conclusion et l'introduction. C'est sur 3 points. Là, je mets introduction. Et si le candidat trouve la source qui est sur l'épreuve, l'idée générale qui peut dégager à partir de l'épreuve, ça lui fait 2 points. Ça veut dire que la source trouvée, c'est sur 1 point. Et l'idée générale est sur 1 point. Et je dis, la source n'est rien d'autre que les éléments qui accompagnent le test, les références qui sont en bas du test. Donc, sans se gêner, le candidat peut avoir facilement les 2 points ici. Et là, ici, je mets C comme conclusion. Et la conclusion, au niveau de l'explication de test, est sur 1 point. Je l'ai dit, quand je suis en explication de test historique,
on me demande l'intérêt, je ramène encore l'idée générale. Et là, je fais bien ma conclusion, ça me fait 1 point. Là, j'ai les 3 points. Et toujours mes règles de 2 tiers, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je dois avoir 6 sur les 9, ce qui me permet d'avoir au moins 1 point ici. Là, j'ai 10 points pour cette partie. Je l'ai expliqué tout à l'heure au niveau de la dissertation. La dissertation est sur 10 points. L'explication de test aussi est sur 10 points. Et le candidat est en mesure de trouver aisément, au niveau de l'explication de test, d'avoir ces 3 points, d'avoir les 1,50 ici, ça lui fait 4,50, et au niveau du corps de devoir, il peut s'en sortir. Et là, de cette manière, le candidat est en mesure de faire une bonne production. En dehors de ça, au niveau de l'introduction, il y a quelque chose que j'avais oublié de le dire. Pour dégager l'idée générale, le candidat est en mesure d'utiliser des expressions comme il met en relief, il met en exergue, mais on constate que certains candidats écrivent le texte nous parle de. C'est ce qui est mauvais. On ne dit pas le texte nous parle. C'est à croire, c'est quand on prend le texte commence par tout communiquer. Non. Donc, on n'utilise pas l'expression le texte nous parle de. Non, on n'utilise pas l'expression là. Mais je peux utiliser l'expression comme il met en relief, il met en exergue, il est question de. Et là, à partir de ces expressions, je suis en mesure de poser l'idée générale sans se gêner. En dehors de ça, au niveau du corps du devoir, ici, on a seulement une seule question dans le corps du devoir. Ça veut dire que je fais mon corps du devoir en un bloc. Il n'y a pas de paragraphe, comme on a dit tout à l'heure au niveau de la dissertation. Ici, il n'y a pas de paragraphe. On fait tout en un bloc. Donc, je m'arrange pour faire mon corps du devoir en un bloc sans se gêner. Il n'y a pas question d'aller reprendre une partie et de couper, non. Et les portions du texte, je dis et je répète toujours, c'est toujours entre guillemets et je recopie intégralement, quelle que soit la longueur de la phrase que je vais utiliser. Je recopie la portion intégralement. Il n'y a pas de pointillé. Donc, je crois que vous avez compris par rapport à tout ça. Bon, au niveau de la conclusion, il n'y a pas grand-chose encore. C'est ce que j'ai dit. Et là, je crois qu'au niveau de l'explication de test, tout est en fin de pratiquement. Surtout au niveau des critères. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand le candidat sort de la composition, il doit être en mesure de dire telle partie je peux prendre ci, telle partie je peux prendre ça, telle partie je peux prendre ça. Et je l'ai dit, le candidat à la fin de sa composition doit s'auto-évaluer pour dire ma composition, mon devoir, quand j'ai terminé, je peux avoir tel point en histoire et géographie. Et là, c'est plus facile à la POENA de mieux évoluer. Et pour le faire, vous devez rester collé au test. Et le plus important, c'est que vous apprenez le cours. Je dis bien, le plus important, c'est que vous apprenez le cours. Si vous n'apprenez pas le cours, vous ne serez pas en mesure de donner le meilleur de vous-même en ce qui concerne la méthodologie. Donc, pour faire une bonne méthodologie, pour faire une bonne production, pour donner le meilleur de vous-même à l'examen, il va falloir que vous mettiez d'abord le cours. C'est ça que le cours n'est pas si dense, soit seulement au niveau des ressources que vous écaquez un peu les yeux, mais au niveau des ressources, je crois qu'il n'y a pas de problème, vous allez vous en sortir. Est-ce qu'on est d'accord? Et là, après le cours, vous maîtrisez le cours et vous appliquez tout ce qu'on vient de dire, que ce soit en dissertation, que ce soit en explication de thèse, vous devez être en mesure de retrouver, ou du moins de faire une bonne production, ce qui peut vous permettre de faire facilement
le travail, parce que c'est la seule manière de vous en sortir. Et je dis, les matières comme histoire géo vous aident énormément à l'examen. Ça vous permet de combler les vides laissés par les matières scientifiques. Ce qui pose le problème est que quand on dit je ne travaille pas en histoire géo, c'est que vous n'avez pas en amont appris le cours. Parce qu'il n'y a pas de magie en histoire géo. Vous apprenez le cours, vous maîtrisez le cours, vous appliquez la méthodologie et vous êtes à l'aise. Vous répondez aux consignes qu'on vous pose et là, vous êtes à l'aise. Mais surtout, quand vous remettez les consignes, lisez. Ne jetez pas sur les consignes. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'on me demande concrètement. Parce que si vous ne lisez pas les consignes et vous jetez là-dessus, à plus de 50%, vous allez passer à côté. Et le plus important, c'est de donner le meilleur de vous-même. Et là, pour le faire, vous lisez les consignes. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on attend de moi? Surtout en explication de test, les 3 points du C3 là. L'introduction, 2 points, conclusion, 1 point. On doit bloquer ça là. Au niveau de C1 aussi, les 1,50, on doit avoir ça facilement aussi. Ça dit que déjà, à partir de l'épreuve, je peux avoir 4,50. J'ai 4,50 au niveau du code du devoir. Je fais bien ce qu'on me demande. Je peux avoir un petit 4 là, ça me fait 8 points déjà. J'ai 4,50 plus 1 point et 4 points, ça me fait 8,50. Et là, j'aurai les 1 point ici, ce qui me fait pratiquement 9,50. Et j'attends ce qui va se passer en dissertation. Donc, chers candidats, je vous fais confiance. Je vous demande, je vous exhorte à faire rigoureusement le travail, à prendre le travail au sérieux et éventuellement poser toutes les questions. S'il y a des questions et des points d'ombre que vous n'arrivez pas à éclaircir, vous posez toutes les questions. Là, prochainement, on va prendre le soin de vous répondre à vos différentes questions. Et je crois que de cette manière, nous allons donner le meilleur au BPC 2020. Je vous remercie.